déjà de niveau social un peu plus élevé, de niveau éducatif un peu plus élevé, qui ont eu les meilleurs bénéfices. Et donc, réduire les inégalités de santé en faisant ce type de campagne, c'est une super idée, mais ce n'est pas si facile que ça. Il faut vraiment bien réfléchir pour arriver à cibler tout le monde. Allez, on balance la première diapo. Donc, l'association Santé Environnement en France est une association que de professionnels de santé. Si vous avez la diapo, vous me la montrez, parce que je ne la vois pas. On remonte. Vous êtes sur quelle diapo là? Sur les décès dans le monde? Alors là, voilà, donc que de professionnels de santé, et on essaie à la fois de dire aux personnes comment se protéger des impacts négatifs, comment bénéficier des impacts positifs d'une nature en bonne santé, c'est l'aspect One Health une seule santé, pardon, que Gilles Pipien vous développera. Et donc, agir, on est aussi au plan national santé-environnement. La suivante, le maître mot, c'est alliance. Nous, la santé humaine, on s'est allié avec la Fédération des syndicats vétérinaires. Et par exemple, dans les CPTS, nous souhaitons, et les vétérinaires souhaitent, de participer au CPTS. Exemple, chez vous, vous avez l'encéphalite attique. Et donc, savoir quel cheptel, quels animaux sont malades, le lien de la santé animale vers la santé humaine se fera plus facilement si les vétérinaires sont autorisés à participer à l'action des CPTS. Et puis d'autres, comme la nature, l'Union internationale de conservation de la nature, Humanité Biodiversité, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. On ne pourra pas y arriver si on ne s'allie pas les uns les autres. La suivante. Et donc, bien sûr, les déterminants de santé. Donc, évidemment, vous avez vu en haut 15% le système de soins. Alors, il y a de plus en plus de difficultés d'accès aux soins. J'ai croisé un sénateur du centre de la France, il me dit la priorité, c'est l'accès aux soins. J'ai dit oui, c'est de plus en plus difficile, c'est une priorité, donc autant faire plus de prévention pour qu'il y ait moins de malades. Il m'a dit ah bon? Et oui, c'est une évidence, mais cette prévention ne pourra se faire pas, c'est ce qu'on disait avec les alliances, par les professionnels de santé seuls. Ils n'ont pas le temps, ils sont débordés. Il faut que les autres acteurs de santé soient associés. Et quand on voit les déterminants majeurs qui sont les accès, les notions socio-économiques, éducatives, l'accès à la culture, on voit bien que les collectivités sont un acteur essentiel, mais l'éducation nationale aussi, les associations aussi. Donc il faut arriver à mettre de concert tous ces acteurs, l'entreprise aussi, hein, parce que si je vais à l'école des mines, c'est justement pour toucher les entreprises. Tous ces acteurs doivent être mobilisés pour avoir la meilleure action holistique d'information. La suivante, vous voyez, les facteurs individuels, c'est 10%. Bien sûr, il ne faut pas fumer. Bon, l'exposome, vous en avez parlé, et on retrouve nos facteurs internes, on est tous différents. Hein. Il y en a qui détoxifient facilement, qui ont des gènes qui vont lutter contre les toxiques plus facilement que d'autres. Mais les facteurs externes généraux, capital social, niveau de diplôme, sont des éléments essentiels. Sa qualité de vie, là où on vit, comment on vit, ce qu'on mange, son travail sont essentiels. Sur les facteurs métaboliques personnels, vous savez qu'il y a l'épigénétique, qui est donc l'expression de vos gènes à gène égal, suivant l'exposition environnementale. Certains gènes peuvent être bloqués ou au contraire stimulés. Et il y a de nombreuses études, notamment sur des expositions aux pesticides, où des gènes qui réparent l'ADN sont inhibés par ces toxiques environnementaux et inversement, l'autre effet peut se produire. Donc, bien sûr, l'exposition à l'environnement, ce n'est pas seulement que sa propre génétique, c'est aussi l'épigénétique et l'expression de vos gènes. La suivante, je passe vite pour que Gilles puisse parler. Est-ce que c'est un gros enjeu? Vous avez parlé de 4 millions dus à la pollution de l'air. Regardez cette étude du Lancet qui compare la mortalité dans le monde. La première cause de mortalité dans le monde, on est à 9 millions, ce sont les pollutions. Les pollutions modernes, pollutions chimiques, donc tout ce dont on parle, cadmium, perturbateurs endocriniens, etc., et pollution de l'air. Devant le tabagisme actif et passif. Alors, un jour, j'ai montré cette diapo, on me dit ça me donne envie de fumer. Donc, bien sûr, il faut pas fumer. Et loin derrière, vous voyez, les maladies infectieuses, bien sûr qu'il faut les traiter, hein, le sida, la tuberculose, le palu, etc. Donc, les pollutions sont un enjeu majeur mondial de mortalité et donc de maladies chroniques. La suivante.
Et donc, qu'est-ce que l'environnement fait comme maladie? Alors, on va vous parler en effet de la dengue, du chikungunya. Bien sûr, c'est important. Bien sûr, il faut traiter avec le moustique tigre qui se développe. Bien sûr, avec les tiques, avec l'encéphalite tique chez vous ou la fièvre Crimée-Congo, qui a un taux de mortalité invraisemblable, qui est déjà, cette tique porteuse est déjà dans le sud-ouest. Donc, bien sûr qu'il faut s'occuper des zoonoses. Mais l'environnement sont des maladies chroniques, accidents vasculaires cérébrales, cardiopathie ischémique, les cancers, les pneumopathies, etc. Et loin derrière, évidemment, donc les infections et les pathologies néonatales, dont il faut s'occuper aussi. Ce sont des maladies chroniques. La suivante. Et donc, quand vous parlez 0-6 ans, donc c'est un appel qui est clair, on s'occupe de l'enfance, mais bien évidemment, il faut remonter avant, il faut remonter à la grossesse et même avant la grossesse pour préparer les gens à une grossesse sereine. On va prendre l'exemple, par exemple, des poissons, des gros poissons, genre thon, espadon, qui contiennent beaucoup de mercure, qui contiennent encore des PCB. C'est un contaminant persistant. C'est un petit peu l'ancêtre du PFAS, quoi. Hein. Les PFAS, le problème qu'on va avoir, c'était les problèmes qu'on avait avec les PCB. Et donc, si les parents absorbent beaucoup, notamment la mère, de ces produits toxiques, eh bien, ils vont les garder dans l'organisme, ça va s'accumuler dans leur graisse, et la maman va transmettre, en fait, ces toxiques pendant la grossesse à son enfant. Et donc, il faut avoir une période, agir déjà en période préconceptionnelle, période conceptionnelle, et évidemment, dans les premières années de la vie où toutes les hormones et toutes les fonctionnalités du corps se mettent en place. Ça s'appelle l'origine développementale des maladies. La suivante. Donc, il faut élargir vraiment, avoir une vision plus large. Quelques chiffres, donc j'ai mis des éclairs sur les enfants, mais quelques chiffres quand même. 483 000 nouveaux cas de cancer en France en 2022 d'après l'OMS. L'Institut du cancer nous dit 433 000. Avec des cancers, on dit c'est le dépistage, on vit plus vieux. Et puis quand vous regardez de plus près, vous voyez cancer du testicule, ce n'est pas un cancer de la personne âgée qui augmente de 1,5%. Cancer du pancréas, c'est une flambée absolument invraisemblable. On est troisième au monde. Et le cadmium, dont je parle rapidement à la fin, est un facteur de risque total. Le cancer du cerveau, c'est pareil, c'est pas un cancer du foie. Je passe à droite, en haut à droite. On est moins de 2% quasiment de perte de spermatozoïdes tous les ans. C'est pas une affaire de vieux, ça. En bas à gauche, baisse du quotient intellectuel. Ça, c'est dessous le trouble du spectre autistique. Et le CDC, c'est le Centre de contrôle des maladies des États-Unis. Et qui montre que il y a 20 ans, il y avait un enfant sur 150 qui avait un trouble du spectre autistique, et on est passé à 1 sur 36 avec les mêmes types de diagnostics. Et dans l'Union européenne, c'est passé en 30 ans de 0,2% des enfants à 1,4%. Donc, des troubles, on va dire, cognitifs et de développement cérébral importants. Et puis là aussi, en bas à droite, des altérations, des absences testiculaires, ça augmente de 2,6% par an. Ce n'est pas une maladie du vieux ou de dépistage. Il faut arrêter de dire que ce n'est pas parce qu'on dépiste très très bien qu'on a des chiffres pareils. La suivante. Et là, cette étude est sortie il y a 3 jours, donc je vous l'ai mis. C'est l'ensemble des grands scientifiques mondiaux, essentiellement américains, sur les enfants. D'abord, pour relater sur les substances chimiques, donc, qui ont été multipliées par 50, donc on a le problème du plastique, où moins de 20% de ces produits sont testés, et encore moins pour les enfants, et encore moins les produits finis. Exemple, les pesticides, où c'est que le produit Princept qui est autorisé sur le marché, alors qu'avec tous les additifs, alors vous savez qu'on rajoute par exemple des PFAS pour permettre qu'ils aient une action plus longue, puisque ce sont des persistants, eh bien le produit fini n'est pas évalué, ce n'est pas l'AMM du produit fini. Et ensuite, la durée des études, et sur ces populations à risque, comme les nourrissons et les enfants, ne sont pas totalement, j'allais dire, convenables et acceptables. Et donc, en 50 ans, les cancers infantiles ont augmenté de 35%, l'obésité de pédiatrie a été multipliée par 4, l'asthme multiplié par 3, les anomalies de l'appareil reproducteur multipliées par 2, les spermatozoïdes, vous avez vu, sont en chute libre, sont à moins de 50 millions, alors qu'il y a 50 ans, nous étions à 100 millions, et les troubles du développement neurologique, un enfant sur 6. La suivante. Donc, il se passe vraiment quelque chose, et il faut qu'on agisse. Ça, c'est Santé publique France.
qui vous dit les maladies liées aux perturbateurs endocriniens, qui sont une priorité évidemment pour la grossesse et la petite enfance. Et donc, j'ai mis avec les flèches rouges les niveaux de preuve qui sont suffisants, troubles du comportement, troubles cognitifs, diminution du quotient intellectuel. Il y a une étude en France qui a sorti qu'en 15 ans, le quotient intellectuel des Français avait baissé de 3,8. Et d'ailleurs, nous sommes passés, une étude plus récente, à 98 de quotient intellectuel en moyenne. Les premiers, c'est Hong Kong et Singapour, 108. Les Italiens sont à 99, les Allemands à 100, les Anglais à 102. Eh bien, nous, on est à 98, les Belges à 99. Donc, il y a un problème de QI. Alors, pas seulement par les perturbateurs endocriniens, mais la pollution de l'air aussi, altère le QI. L'asthme, on en a parlé, et bien sûr, lymphome et leucémie chez l'enfant. Une exposition aux pesticides en résidentiel, et notamment des parents, augmente le risque de leucémie chez l'enfant. Et puis d'autres pathologies, cancer du testicule, on a vu son augmentation, le trouble de fertilité et de fécondité, à nouveau le spectre autistique, mais aussi les pathologies métaboliques, notamment l'obésité et les allergies dont on a parlé. La suivante. Donc, tout un panel de pathologies qui touchent l'enfant. Et ça, c'est dans la même étude de ces scientifiques mondiaux. Si vous exposez un enfant à un toxique du neurodéveloppement, vous pouvez avoir sur cette étude de 100 millions d'enfants, tout de même, une baisse du quotient intellectuel de 5 points. La suivante. Les dépenses courantes de santé. Est-ce qu'il faut faire de la prévention? Eh bien, à mon sens, oui. En haut à gauche, les dépenses, l'augmentation des dépenses de santé tous les ans. Alors, à la fin, vous avez vu, il y avait moins 0,6 parce que c'est un rapport de la CNAM qui nous disait qu'en 2023, nous aurions une baisse des dépenses de santé. Ben non, elles ont augmenté de 4,8%. En dessous, c'est le déficit de la sécurité sociale. Alors, il y a des pics, évidemment, Covid en 2020, sur les dépenses canicules en 2003, 2002-2003, bien sûr qu'il y a des pics. Mais globalement, ça ne va pas dans le bon sens. Et les dépenses courantes de santé, la Sécu, les mutuelles, ce que vous dépensez de votre poche, sont passées de 243 milliards en 2012 à 325 milliards en 2023, des chiffres de l'adresse. Donc, je ne vois pas comment notre système, auquel je tiens, moi j'ai toujours soigné le plus riche et le plus pauvre de la même façon, peut tenir si on ne fait pas plus de prévention. Et en bas, spécifiquement pour l'assurance maladie, vous voyez une augmentation qui est très significative. Donc, il faut faire de la prévention avec tous les acteurs de santé. La suivante. Et donc, qu'est-ce que fait l'État sur la santé environnement? Les dépenses atteignent 6 milliards d'euros, mais là, par exemple, il y a l'aide aux voitures électriques. Et c'est surtout les collectivités territoriales qui agissent aux 2/3. Et vous voyez que l'assurance maladie, la Sécu ou le ministère de la Santé ne donne que 200 millions par an sur, vous avez vu, 320 et quelques milliards de dépenses courantes de santé. Un exemple sur le plan régional santé environnement PACA, c'est l'ARS qui donne 300 000 euros pour un plan de plusieurs années pour un enjeu pareil. Heureusement qu'il y a la région, la DREAL un peu sur, vous voyez, 300 000 euros pour l'ARS sur un budget de l'ARS de 17 milliards. Donc, je pense que les moyens ne sont pas compatibles avec l'enjeu. C'est pour ça qu'il faut agir par les territoires. Gilles va vous en parler. La suivante. Je vais une CPTS. 2 actions phares, la CPTS validée par la Caisse, dépistage de l'autisme à l'âge de 5 ans et lutte contre l'obésité infantile. Je leur ai dit, c'est super, mais qu'est-ce que vous faites en amont pour qu'il y ait moins d'autisme et qu'il y ait moins d'obésité, puisque vous avez vu que les perturbateurs endocriniens, c'est une des causes de ces pathologies. Eh bien, il n'y avait rien. Donc, je leur ai dit, c'est vraiment une vision globale qu'il faut avoir, agir en amont, pendant la grossesse, en préconception. La suivante. Donc, alliance, prévention et une vision vraiment large et globale. Ça, c'est un topo que j'ai fait à Avignon qui s'est lancé dans la ville à hauteur d'enfants. Alors, il y a Lille aussi qui a fait un gros projet. Et donc, pour améliorer la mobilité, donc c'est les mobilités actives, le pédibus, le bicibus, dans de bonnes conditions. Donc, je crois que vous êtes plutôt semi-rural, donc il y a sûrement moins de pollution de l'air qu'en ville. La rue aux enfants, il faut un bilan devant chaque école de la circulation, de la pollution de l'air devant chaque école. Et s'il y a trop de pollution de l'air, les particules vont rentrer dans les classes, il faut faire des rues aux enfants, il faut bloquer la circulation dans ces rues.
Et puis après, l'aspect positif de la nature, les crèches du dehors, la végétalisation des cours d'école qui sont importantes, la ville apaisée. Alors, si vous créez des espaces verts, mais qu'on n'y est pas en sécurité, ben, ça ne marchera pas. Donc, il faut le créer souvent en association avec les gens des quartiers, justement, pour qu'ils se l'accaparent. Et donc, le bruit fait partie du problème. C'est que le bruit, ce n'est pas que moins de concentration, c'est aussi plus de maladies cardiovasculaires, plus de maladies de dépression et de troubles dépressifs. Et l'alimentation. Alors, on m'a dit, oui, ville à hauteur d'enfant, on met des tabourets à hauteur d'enfant dans les écoles. J'ai dit, c'est très bien, mais il faut aussi que l'alimentation soit adéquate avec les besoins des enfants, et on va en parler rapidement après. Et bien sûr, j'ai rajouté l'éducation. À Lille, il y a passe gratuit pour les activités éducatives chez les enfants. Et je trouve que c'est comme la nature, plus vous en imprégnez tôt, plus après, ça vous apportera des bénéfices et vous continuerez à vouloir être imprégné. Donc, ville à hauteur d'enfant, il faut l'élargir à tous ces éléments. La suivante. Et donc, l'un n'empêchant pas l'autre, il faut aussi faire bouger les enfants. Alors là, vous me dites, ça n'a rien à voir avec l'environnement, mais si, puisque ce chiffre est assez ahurissant. Donc, dans les 3 à 10 ans, il y a 31% des garçons et 62% des filles qui ont un comportement sédentaire, qui restent assis trop longtemps dans la journée, même si elles vont faire un petit peu d'activité physique. On peut être sédentaire et avoir de l'activité physique. Et par contre, sur l'activité physique, la France, sur les 11-17 ans, 119e sur 146 pays et 137e chez les filles sur 146 pays. Donc là, vraiment, il faut associer l'aspect mobilité active des enfants, les pédibus, les bicibus, tout ça y participe. Et ça rentre en ligne de compte, évidemment. On n'est pas que sur un aspect, on est sur tous les aspects. La suivante. J'ai bientôt fini. Là, c'est pour vous dire qu'une femme exposée pendant la grossesse au premier trimestre, il y aura 50% de plus 10, 54% de risque d'examen en plus chez l'enfant. Si elle est exposée, c'était pour les oxydes d'azote, plus d'asthme chez l'enfant, 70%, plus d'allergies et de rhinite allergique sur le troisième trimestre. Mais je vous rassure aussi, les particules altèrent, donc favorisent bien sûr les infections des enfants, favorisent l'altération du quotient intellectuel, comme chez les personnes âgées. Hein. Il n'y a pas de différence, mais vous voyez que l'enjeu de l'air, c'est un enjeu extrêmement important. Et en milieu urbain, quand on voit la prolifération, enfin, la façon de vouloir faire, par exemple, des centrales biomasse dans des milieux urbains denses, nous, on pense que ce n'est pas une bonne idée et qu'il faut absolument améliorer à l'avenir les filtrations de ces centrales qui laissent trop passer à la fois des particules fines et ultra fines et des hydrocarbures aromatiques qui sont pour la plupart cancérigènes. La suivante. Et donc là, c'est pareil, les souris soumises à un perturbateur endocrinien, l'une devient obèse, l'autre non. Donc, ce n'est pas que ceux qui vont manger quand ils seront petits, c'est aussi ceux que la mère va absorber comme perturbateurs endocriniens pendant la grossesse, les biphénols, certains perfluorés sont en lien avec cette obésité infantile. La suivante. Voilà, le cadmium, sur ceux qui ont vu M6 hier soir, zone interdite, ils se sont aperçus que c'était un problème majeur. Santé publique France nous a dit l'ensemble de la population française est surcontaminée. Chez les adultes, nous sommes à 3 fois la contamination des Américains, à plus de 2 fois celle des Italiens, donc on est plus contaminés des pays de même nature. Les enfants, c'est pire. 18% des enfants de moins de 18 ans dépassent 0,50 microgrammes par gramme de créatinine. La moyenne des adultes américains est à 0,19. Et nous, on a 18% des enfants qui dépassent 0,50. Et pour le plomb, je vous en ai parlé, il faut penser c'est ce que je vous ai dit au début, et l'arsenic, évidemment, qui est dans l'eau embouteillée, puisqu'il peut y avoir de l'arsenic. Alors, j'ai demandé au gouvernement de mettre sur les eaux minérales la valeur d'arsenic, puisque naturellement, il peut y en avoir. On m'a dit surtout pas, c'est dans les normes, mais bon, sur les bouteilles d'eau minérale, on met aussi le taux de nitrate, de sulfate, c'est dans les normes aussi, mais on l'affiche. Et donc, on s'aperçoit que les enfants qui prennent de l'eau embouteillée ont plus d'arsenic que les plus grands. Alors, la chance de l'arsenic, c'est qu'il s'élimine. Qui est pas, voilà, il est un peu perturbateur endocrinien quand même, il touche les glucocorticoïdes. Mais donc, il faudrait savoir quand vous donnez le biberon, quelle eau exactement vous donnez. Et sur le cadmium, regardez ces chiffres, absolument ahurissants. Donc, sur cette étude,
on compare à l'étude nationale nutrition santé, les enfants n'avaient pas été faits. Donc chez les adultes, ça a doublé entre nutrition santé en 2005 et Esteban en 2016. Et chez les enfants de 6 à 10 ans, vous voyez, moyenne générale 0,31. 0,31, c'est-à-dire les enfants de 6-10 ans français ont presque 2 fois plus que la moyenne générale des adultes américains. Et ceux qui sont le plus imprégnés sont à 0,80. Alors on me dit 0,80, on s'en fout. Et bon, vous allez voir après. Et puis sur les 15-17 ans, il y en a moins, 0,21. Et les 11-14 ans, moins 0,26. Donc il y a vraiment une accélération chez les petits. 0,30, les petits de 6-10 ans ont plus que les 15-17 ans. Et ce cadmium va s'accumuler au fil du temps dans l'organisme. Donc dans 10 ans, parce que Santé publique France va refaire une étude, bien vous allez avoir les 6-10 ans, ils auront gardé ces 0,31, ils auront augmenté. 0,31, 0,80, la suivante. Pour finir, hélas, en dramatique, à partir de 0,50, le risque de cancer du pancréas est multiplié par 3. On a déjà 18% des enfants qui seraient à ce chiffre. Le risque d'ostéoporose à la ménopause est multiplié de 48 à 95%. Donc là, c'est 480 000 cas de fractures en France. Et il y a la moitié de la population française qui est déjà à 0,50, dont 18% des enfants. Le cancer rénal, à partir de 0,50, est multiplié par 1,5. Les reins s'abîment déjà à partir de 0,80. Il y a 90e percentile des enfants est déjà à ce chiffre. Le risque cardiovasculaire est ahurissant, 279% de risque à 0,50. En fait, il commence à 0, le risque, il monte. Et puis, à partir de 0,50, il se tasse. Comme si tout avait été oxydé par ce cadmium cancérigène oxydatif majeur. Et puis, la fertilité masculine et féminine, ça oxyde les ovaires. Ça altère même l'acrosine, qui est l'enzyme qui permet aux spermatozoïdes de pénétrer dans l'ovule. C'est pour vous dire, c'est un problème majeur. C'est dû, vous avez compris, aux engrais phosphatés qui sont trop riches et qu'on n'est pas en France depuis de nombreuses années. Il faut absolument décontaminer ces engrais sur place, ces engrais phosphatés sur place. Et j'ai demandé au ministère de l'écologie de discuter avec le Maroc, puisqu'on achète de façon privilégiée au Maroc, de le faire là-bas. C'est tout à fait possible. Ça réclame probablement une augmentation du coût des prix, mais au gouvernement d'aider les agriculteurs à pouvoir acheter des engrais de meilleure qualité, car ça ne peut que remonter dans notre assiette et s'accumuler dans nos reins, dans notre foie, tout au long de votre vie, avec, vous voyez, ces conséquences absolument ahurissantes. La suivante, M6 a dit c'est un scandale, mais oui, moi j'essaie de rester calme, mais c'est vraiment un scandale. Et voilà, tous les guides qui peuvent vous aider sur place. Et comme dit le maître de Gilles Pipien, mais qui est devenu aussi mon maître, la suivante, Hubert Reeves, que j'ai eu l'honneur de connaître. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, mais déterminé. C'est ce que vous avez dit au début. Eh bien, nous en sommes tout à fait d'accord. Voilà. Et j'ai un copain qui m'a envoyé, après avoir vu l'émission d'M6 hier, il m'a dit une prescription d'anxio-dépressif. Il m'a répondu avec un mot de RG qui dit il faut une ordonnance pour un antidépresseur, mais le certificat de mariage suffit. Donc j'ai trouvé ça un peu lourd, mais bon, c'est un dentiste à l'ancienne. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup de placer ces éclairages sur les enjeux. Je vais de suite laisser la parole à monsieur Gilles Pipien, qui va nous parler de plusieurs projets portés par les collectivités au niveau national pour nous donner des pistes d'action et pouvoir se projeter davantage sur qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Merci et merci d'organiser cette réunion qui me semble fondamentale parce qu'effectivement, l'enjeu est bien de se mobiliser, comme cela a été dit en entrée, sur les déterminants de la santé. Vous savez, je voudrais commencer par 2 clins d'œil. Vous êtes près de Nancy? Eh bien, écoutez, un de mes maîtres dans le domaine pour la prise de conscience, c'était le professeur Hartmann, qui enseignait à Nancy, qui a été un des premiers à montrer la gravité des biocides. Et deuxième clin d'œil, vous avez la chance d'avoir en ce moment un autre médecin, la docteure Thérèse Janvaux, gériatre au CHU de Nancy, qui a mis au point les jardins thérapeutiques et qui généralise cette approche d'offrir un espace positif pour la santé, non seulement les hôpitaux, mais au-delà, via son association Jardin et Santé. Mais revenons à
une seule santé. Je vous rappelle d'abord que dans notre Constitution, depuis 2005, la santé-environnement est entrée au plus haut niveau. L'article 1er de la Charte de l'environnement dit que chacun a droit à un environnement équilibré et respectueux de sa santé. La santé-environnement est dans notre Constitution. Deuxième élément, c'est effectivement la définition d'une seule santé validée au niveau international avec depuis 2021, eh bien, qui met au même niveau, en lien, la santé humaine, la santé animale, la santé végétale, au nom de laquelle on utilise tant de pesticides, et les écosystèmes. Ceci est entré comme un des éléments cadres du 4e plan national santé-environnement. Je remercie Madame Thauvin qui a rappelé que le Code de santé publique évoque ces déterminants de la santé, les conditions favorables à la santé. C'est quoi? C'est les milieux de vie, l'alimentation, l'eau, les facteurs environnementaux, en clair l'enjeu de la prévention collective. Mais qui est en charge, si ce n'est les collectivités territoriales, notamment du 1er janvier 2018 avec les intercommunalités, en matière d'aménagement, SCOT, PLUI, en matière de transport via les PDU, en matière d'eau, avec la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, la prévention de l'inondation, de pollution de l'air avec les PCAET, plans climat, air, énergie territoriaux. C'est bien à ce niveau-là que l'on peut agir sur les déterminants de la santé. Et sur deux axes, bien sûr les maladies infectieuses, mais ça l'a été rappelé, martelé par le docteur Pierre Souvet, l'enjeu des maladies chroniques qui est majeur, lié aux polluants chimiques. Alors, comment? Quelques exemples concrets. Eh bien, écoutez, pas loin de chez vous, vous avez Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg, qui a par exemple mis en place, dans sa démarche Une seule santé, l'ordonnance verte. C'est quoi l'ordonnance verte? C'est permettre de limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens des femmes enceintes qui ont des revenus modestes en leur offrant chaque semaine un panier de fruits et de légumes bio pour justement faire en sorte qu'elles ne soient pas soumises à ce cadmium, à ces perturbateurs endocriniens. Mais c'est 1500 femmes par an qui peuvent en bénéficier à Strasbourg. Mais descendons dans le sud de la France. La ville de Nice a mis en place une action spécifique dans les écoles avec un plan perturbateurs endocriniens et phtalates, avec la mise en place de capteurs sur l'air intérieur de toutes les écoles. Un vrai travail sur l'alimentation dans les écoles, nous allons y revenir. La ville de Marseille vient de lancer une stratégie spécifique école fraîche avec un éco-nettoyage, c'est-à-dire l'arrêt de l'utilisation des produits chimiques, des détergents, désinfectants pour nettoyer, en basculant au nettoyage à la vapeur, à la serpillière microfibre, au vinaigre blanc, en utilisant des matériaux sans émanation, ce qui oblige à revoir quels sont les meubles, quelles sont les peintures à l'intérieur des écoles. Il travaille bien sûr sur l'alimentation bio, sur la végétalisation des cours d'école. Il travaille sur les parcours de marche entre domicile et école et bien sûr sur toute une sensibilisation des parents à ces enjeux. Ils viennent de choisir, pour avoir une action concrète, 3 écoles pour cette année 2025 qui vont être pilotes, où ils vont tout traiter à la fois avec les personnels d'entretien, avec les cuisines, avec les personnels qui travaillent à la maintenance du bâtiment, avec les parents, etc., pour avoir une action globale, y compris en supprimant la circulation automobile aux abords des écoles pour que quand on ouvre la fenêtre, on ne fasse pas rentrer la pollution de l'air. C'est une approche concrète sur ces 3 écoles qui va permettre de tester la stratégie globale et justement de mobiliser tout le monde, de faire prendre conscience à la fois à celui qui nettoie, à la fois aux parents, à la fois aux directeurs d'école et aux enseignants de l'enjeu une seule santé. Mais j'aurais pu vous citer la vallée de la Drôme, la bio-vallée, qui est un secteur beaucoup plus rural, 50 000 habitants, eh bien, en bio-vallée, 80% des repas dans les cantines scolaires sont bio et locaux. Comment ils y sont arrivés?
Comment se fait-il qu'il y ait 35% de la surface agricole utile dans cette région qui soit en bio, alors que c'est 3,5% au niveau national? Ils ont accompagné les agriculteurs bio à se regrouper dans une association Agricourt qui a répondu aux appels d'offres des cantines. Mais je l'ai dit, est-ce que le prix n'a pas augmenté? Non, parce qu'il y a eu justement des ateliers de réflexion avec les cuisiniers, les serveurs, les parents et même des ateliers avec les enfants pour réduire les déchets alimentaires, faire que la petite fille, elle n'ait que la part qu'elle demande et pas plus. Et en réduisant ainsi de 30% les déchets alimentaires, ils ont pu prendre en charge la petite augmentation de prix. Résultat, une alimentation bio dans les cantines scolaires. Je vous ai évoqué les jardins thérapeutiques. Développons ce genre de jardin à l'intérieur de nos villes. Replantons, revégétalisation nos villes. Mais comment ces collectivités territoriales, dont je viens de citer quelques exemples, mais j'aurais pu vous parler de Nantes Métropole, de Grand Besançon Métropole, de la ville de Paris, hein, etc. Comment ils ont fait? La méthode, elle est simple. D'abord, un portage politique clair, avec une sorte de pilotage transversal. Au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, vous avez un conseiller régional, une seule santé. Pour ne pas le nommer, Gilles Boeuf, ancien président du Muséum d'histoire naturelle. À Nice, vous avez un adjoint au maire à la santé et à l'environnement, le docteur Chemla. À Nantes, vous avez une directrice générale santé-environnement, rattachée directement au directeur général des services. À Marseille, depuis juillet dernier, ils ont mis en place auprès du directeur général de service, en lien direct avec la première adjointe au maire de Marseille, qui est médecin, Madame Rubirola, une mission, une seule santé, dirigée par un ancien directeur d'hôpital, etc. Donc un pilotage politique clair, des délibérations qui engagent un plan stratégique, un conseil scientifique interdisciplinaire, des médecins locaux, des vétérinaires qui connaissent bien sûr la faune sauvage, mais aussi les animaux de compagnie, les animaux d'élevage, des écologues, des agronomes, des forestiers, voire des sociologues pour comprendre les comportements, et que ce conseil scientifique puisse avoir des données et les croiser, les données de l'Observatoire régional de santé, de l'Association de qualité de l'air, etc., sur les trafics, etc., et qu'il puisse, ce conseil scientifique, proposer de repérer justement tel ou tel déterminant de santé, la circulation, etc., de façon à proposer des plans d'action et de premières démarches concrètes comme Marseille. Allez, on fait une première action tout de suite. Et enfin, ça suppose une gouvernance large, un lieu où on associe tout le monde, tous les acteurs, les habitants, les parents d'élèves, les chefs d'entreprise, les services des personnels d'entretien de la municipalité, les sous-traitants, etc. Voilà, et j'attire votre attention sur le fait que de plus en plus de réseaux de collectivités commencent à y réfléchir. Je pense tout simplement au réseau des villes OMS qui va se réunir en congrès à Besançon en juin 2025 et dont la thématique sera santé chez les jeunes. Et nous préparons un atelier spécifique, une seule santé chez les jeunes. Voici quelques pistes et sachez qu'il y a des collectivités territoriales qui se sont donc engagées. Vous pouvez partager des expériences avec elles. Allez-y. Pas loin de chez vous, il y a donc l'Eurométropole de Strasbourg avec un programme impressionnant. Et la vice-présidente qui s'est mobilisée, François Schetzel, a même créé un réseau de villes européennes, une seule santé. Bravo, à vous de jouer. Merci beaucoup.